Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque française. Merci d'être si nombreuses et si nombreux pour cette rétrospective des films de Sophie Marceau. Une rétrospective qui a commencé le 29 septembre et qui a commencé avec l'avant-première de son dernier film en date, Une femme de notre temps, le film de Jean-Paul Siverac. Je vous le dis, je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas remarqué, le film est en salle, Une femme de notre temps, depuis mercredi dernier. Si vous souhaitez le voir, c'est le moment. C'est un film très beau, avec un personnage joué par Sophie Marceau complètement étonnant, déroutant, qui elle-même fait face à la déroute et à l'accident, et ça mérite d'être vu. Voilà. Mais ce soir, donc, 2 séances de films avec Sophie Marceau et avec elle. À 20h30, donc, Anna Karénine, et tout de suite, donc, la projection de Firelight, le film de William Nicholson. Merci d'accueillir Sophie Marceau. Merci à vous d'être là. Parce que je disais la dernière fois et je le redis, à quel point c'est précieux, c'est rare de voir aussi quelqu'un, une actrice populaire comme vous, s'investir autant dans une rétrospective, être autant présente. Et vraiment merci. C'est un honneur. Tout plaisir est pour moi. Ce film, Firelight, date, je le disais, non, je ne l'ai peut-être pas dit, date de 1980, enfin, est sorti en 1998. Un film de William Nicholson. J'allais dire, pourquoi avoir choisi ce rôle? Et 2, quels souvenirs vous gardez de ce film, de ce tournage? Alors, j'étais venue déjà pour Anthony Zimmer pour témoigner un peu de mon affection particulière des premiers films. Oui. Et William Nicholson est un auteur à succès, un auteur hollywoodien qui a écrit des grandes biographies de personnages illustres. Et il a eu envie de faire ce film comme réalisateur. Je ne sais plus pourquoi il a pensé à moi, quelle idée saugrenue, mais en tout cas il est venu me voir. Il est très anglais, très british, et son scénario m'avait étonnée parce qu'il était tellement bien construit, voilà, c'est vraiment le travail d'un scénariste déjà reconnu. Mais bon, la question c'était et la mise en scène, mais j'aime bien parier comme ça sur les gens, parce qu'on ne sait rien, on n'a aucune référence en fait, on se jette un peu dans le vide. Mais la relation avec William et puis sa maîtrise du sujet, enfin, m'avait plu. Et puis voilà, j'avais envie de me lancer dans une expérience un peu anglaise aussi, je dois dire. C'était encore un film en costume, j'en ai enchaîné pas mal. La fille de D'Artagnan, ouais. Marquise. Ils se sont tous mis un petit peu à la queue leu-leu. Je crois que celui-là en fait partie d'ailleurs. Et voilà, donc le corset, un personnage tenu de bout en bout, un destin encore une fois particulier. Et je trouve encore une fois une fable très jolie. Ce film a eu un joli succès d'estime. Je suis contente d'en reparler aujourd'hui parce que je pense que les films ont plusieurs vies aujourd'hui. Le cinéma, ça passe très très vite. Enfin, c'est plus là qu'on fait des œuvres aujourd'hui, c'est plus trop leur place, je pense, au cinéma, mais il y a d'autres endroits. Et ça passe encore plus vite, là. Et là, sur les plateformes, ça passe encore plus vite. Oui, non, ça reste pour toujours un peu, on peut y aller quand on veut. Ah oui, ça revient. Enfin, anyway, je suis contente de le repartager, je sais plus, 25 ans encore après, ou quelque chose comme ça. Et voilà, comme quoi les films ont plusieurs vies, et c'est ça qui compte, c'est que ça vous donne vous aussi envie de revenir au cinéma aussi, voilà. Mais vous disiez que vous ne saviez pas pourquoi William Nicholson était venu vers vous. En même temps, c'est une période, ce film-là, entre, disons, le milieu des années 90 et, disons, le James Bond en 99, où votre parcours entre dans une phase vraiment internationale. C'est-à-dire que vraiment, vous enchaînez une série de films, je pense à Braveheart, je pense à Anna Karénine qu'on verra tout à l'heure, même le Antonioni. Tout ça fait partie de ce moment, la deuxième moitié des années 90, où vraiment vous tournez énormément à l'étranger, et en particulier dans le monde anglo-saxon. Ça correspondait à des opportunités, un choix de carrière, ou au fait que votre popularité à ce moment-là vraiment franchissait les frontières. Je sais pas, parce que à chaque fois j'ai l'impression que j'ai eu affaire à des individus plus qu'à des systèmes, le studio, machin, vous souhaiterait, non.
William, bah, c'était son premier film. James Bond, il a été longtemps question que ce soit pas moi quand même, parce que les Américains, je pense qu'ils étaient plus pour une actrice américaine. Et c'est Michael Apted, le metteur en scène anglais, qui lui avait envie plus d'une actrice française, française en l'occurrence, moi. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'était vraiment... ils m'avaient choisi, moi, en dehors de tout système ou de toute influence. Moi, je me suis jamais dit que je vais aller faire une carrière aux États-Unis, parce que vaste pays et vaste entreprise aussi, et ma vie n'était pas là-bas. Voilà, c'est un concours, je pense que carrefour des choses où voilà, on est au bon moment, au bon endroit. Enfin voilà, mais j'explique pas ça forcément. C'était pas une volonté de ma part d'aller. Mais peut-être vous étiez aidé aussi quand même par la maîtrise de l'anglais, non? Parce que dans les films, on entend que c'est votre voix, c'est vous en anglais, la maîtrise de l'anglais, la maîtrise de l'accent anglais. Ça devait aider aussi les cinéastes à se projeter. Mais non, c'est la vérité. Tant que vous êtes compréhensible, c'est tout ce qu'ils demandent. Parce que pour les Anglais, vous ne serez jamais anglais. Vous ne parlerez jamais bien l'anglais comme il faut. Ça, il faut le savoir. Pour un Français, vous parlez un anglais remarquable. Les Américains, pour moi, c'est pas possible. J'y arrive pas. Cela dit, c'est une bonne école. Hein. Les Saxons, ils ont un truc avec leur langue. Je parle de leur langue parlée. Qui est génial pour jouer. C'est vraiment une langue qui vous oblige à la projection, qui vous oblige, parce que on souffle sur les lettres, nous on les avale un peu, on parle un peu avec notre nez comme ça. Et les Saxons ont quelque chose de beaucoup plus projeté. Et c'est une langue très agréable à jouer. Alors c'est intimidant parce que quand c'est pas la vôtre, vous avez peur de vous planter, de pas avoir de répartie. L'improvisation c'est compliqué, enfin voilà, mais en même temps elle est très motrice cette langue, ouais. Ça le fait quoi, voyez, on parle anglais, ouais, tout de suite un truc qui se passe quoi. Encore plus pour un Français qui écoute votre anglais, ça le fait. Ah ouais, ouais. Vous avez parlé donc du réalisateur, mais le tournage lui-même, vous vous souvenez, si, parce que sans rien dévoiler, ça se déroule en grande partie dans un une grande demeure, un endroit, un château. Est-ce que, disons, comme souvent dans le cinéma c'est triché, beaucoup des intérieurs étaient tournés en studio, où il y avait aussi comment dire, c'était moitié-moitié, comment c'est réparti? C'était moitié-moitié, ouais. C'était moitié-moitié. Je me rappelle d'un tournage assez lent, parce qu'il y avait un chef opérateur qui faisait une lumière, c'était très lent. C'était une ambiance comme ça, un peu premier film, laborieux, concentré. Moi j'avais mon costume comme ça toute la journée. J'ai qu'un costume, enfin deux, mais ils se ressemblent tellement que c'est pas très fun, mais bon. Mais c'était un peu, il y avait beaucoup de fumée. Je me rappelle qu'ils mettaient beaucoup de fumée, on avait mal aux yeux. Et puis, voilà, cette histoire, il y avait quelque chose un peu d'oppressant dans ce personnage, dans cette ambiance, dans cette maison, de non-communication, de non-expression, voilà. Et bon, ça participait au film, vous voyez. Mais je trouve au résultat qu'il a fait un film magnifique, et je suis contente de voir d'ailleurs, je suis retombée par hasard sur une nouvelle production de William Nicholson, un nouveau film qu'il a réalisé. Très récemment. Oui, avec Annette Bening et je me rappelle jamais du nom de cet acteur anglais que j'adore pourtant. Voilà, c'est l'histoire d'un couple, un vieux couple, c'est magnifique. Voilà, le sens du dialogue, de l'histoire. Donc il a continué son chemin, il a fait son chemin. Et c'était voilà, c'était un bon pari. Je suis contente quand il continue après à faire carrière, quoi. Une dernière chose, et je dévoile rien parce que vraiment c'est la première scène du film. La première scène du film, on découvre votre personnage en train de passer un essai. On dirait aujourd'hui, enfin, si c'était une actrice, on dirait une audition ou un casting, mais vraiment un essai acteur. Et évidemment, on ne peut que penser à ça quand on voit la première scène. On se dit, c'est comme si Sophie Marceau elle-même passait un essai pour savoir si elle peut jouer dans ce film anglais. Mais est-ce que vous, c'est une pratique qui vous est facile, fréquente?
qui est une demande fréquente, les essais d'acteurs. Ouais. Et est-ce que vous êtes à l'aise dans cet exercice-là? Parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui revendiquent cette pratique, d'autres qui disent c'est horrible, beaucoup d'acteurs aussi qui disent l'un et l'autre. Quelle est votre pratique de l'essai acteur? Je comprends, et quand j'ai moi-même été metteur en scène, c'était important pour moi de rencontrer des acteurs, non pas pour mettre au défi leur talent ou pas, mais pour comprendre des choses, voir si ça correspond à ce que j'attends du personnage, etc. Donc effectivement, c'est intéressant. Mais en tant qu'actrice, moi, j'ai passé des essais, bien sûr, pour faire la boum. J'en ai passé beaucoup, mais je savais pas trop en quoi ça consistait en vérité. Ça m'est tombé dessus. J'avais pas la pression, je veux le rôle, non, voilà, c'était pas l'enjeu pour moi. Et après, j'ai pas eu à faire trop de casting, entre guillemets. Et en tout cas, je n'y étais pas préparée du tout. Donc, quand il m'arrivait de devoir faire des lectures devant des metteurs en scène, c'était assez catastrophique. J'étais très intimidée, je bafouillais, je n'osais pas montrer, j'avais peur d'être ridicule, j'étais pas du tout préparée. Et le pire, c'était aux États-Unis parce que j'ai fait pas mal de castings là-bas, je les ai tous ratés, les uns derrière les autres, et même il m'arrivait de partir en courant parce que j'entendais l'acteur derrière qui jouait comme ça. Et moi, oh là là, j'étais paniquée, quoi. J'étais pas professionnelle, j'avais pas appris, vous voyez, à passer des essais ou des examens en règle générale d'ailleurs. Donc, ben voilà. Ah oui, ça vous rappelait l'examen, plus que le tournage qui vous avait dit samedi dernier, au moment de la discussion avec Frédéric Bonneau, vous disiez à quel point, avec la caméra, vous entreteniez un rapport de complicité et de facilité, que vous n'aviez pas peur d'être ridicule. Donc une fois que le tournage est en cours, c'est fluide. Bon. Mais l'essai, c'est plutôt l'examen ou l'école, quoi. Ouais, puis je sais pas, il y a toute une ambiance autour de ça qui est un peu intimidante. On ne sait pas si les gens vous aiment ou pas, puisque ils sont là pour vous tester. Moi, j'ai envie qu'on m'aime bien, vous voyez, parce que sinon je ne veux pas m'épancher, quoi. J'ai envie de sentir que c'est déjà un peu acquis. Enfin bon, et voilà, je ne sais pas me vendre en fait, c'est un peu ça. Bon, maintenant j'ai un peu d'années d'expérience et peut-être que je le ferai plus facilement. Mais bon, voilà, il y avait tout ça qui rentrait en jeu et voilà, j'étais pas forcément à l'aise. Et j'avais pas appris non plus. C'est un métier quand même, ça s'apprend, vous voyez. Voilà. Bon, et ben on va les laisser découvrir à la fois cette première scène de casting et le film tout entier. Bah, oui. Et on se retrouve à 8h30 pour Anna Karenine. Ça marche. Bah, merci. Merci mille fois.